Salut tout le monde. Dans cette courte vidéo, nous allons répondre en partie aux propos tenus par Julie Couvreur suite à une publication sur sa chaîne YouTube au sujet des datations des pyramides égyptiennes. Je vous donnerai comme d'habitude la plupart des sources dont j'ai eu besoin en description. Et je vous propose donc de commencer par visionner un petit extrait de la dite vidéo. La grande pyramide de Gizeh n'a pas été construite par les Égyptiens dynastiques au 3e millénaire avant notre ère. J'ai déjà abordé ce sujet dans plusieurs vidéos. Aujourd'hui, je vais apporter des éléments complémentaires qui pourraient laisser entendre que la grande pyramide était déjà en place lors du déluge qui eut lieu à la fin de la dernière ère glaciaire, il y a environ 12 000 ans, et que les édifices du plateau de Gizeh furent en partie submergés à cette époque. C'est la période à laquelle Platon situe la destruction de l'Atlantide dans le Timée et le Critias. Et c'est aussi à cette époque que des études scientifiques modernes ont situé des perturbations climatiques, géologiques et géomagnétiques majeures, accompagnées d'extinctions biologiques massives, marquant le point de partage entre l'ère glaciaire et l'ère actuelle. Concernant les datations effectuées sur la Grande Pyramide, Alexis Sédou se propose de nous expliquer tout ça en détail. Alexis, si tu veux bien, c'est à toi. La date de la construction des monuments égyptiens, et spécialement de la pyramide de Khufu, est souvent mise en avant pour tenter de remettre en cause les connaissances acquises sur ces structures. Est-ce que ces structures ne seraient pas plus anciennes? Est-ce qu'on peut les dater réellement avec précision? Est-ce qu'on peut dater des bâtiments en pierre? Les questions sont légitimes, bien sûr. Alors, comment on fait pour dater les pyramides du plateau de Gizeh? Il existe deux moyens de datation, deux systèmes de datation. Ce qu'on appelle une datation relative et ce qu'on appelle une datation absolue. Par datation relative, cela veut dire qu'on date un objet par rapport à un autre dans une chronologie que l'on établit d'objet à objet. Par datation absolue, cela veut dire que l'on date un objet avec un système de datation relatif à nos calendriers. Par exemple, on dit que telle personne ou tel objet date de 2600 avant notre ère, avant l'ère commune. Et en Égypte, comment fait-on? Eh bien, on commence par s'appuyer sur les sources disponibles. Ce qui a permis, dans un premier temps, de se classer les souverains les uns par rapport aux autres, les structures de ces souverains les unes par rapport aux autres. C'est donc un système de datation relative. Les premières sources de datation dont on s'est servi, ce sont les listes royales. Alors ces dernières, la pierre de Palerme, la liste d'Abydos par exemple, ou la liste de Manéthone, ont permis de savoir comment se succédaient les rois en Égypte. La liste de Manéthone est un très bon exemple. Elle est tirée d'un ouvrage rédigé au IIIe siècle avant notre ère, à la demande du pharaon Ptolémée II, qu'on appelle les Aegyptaka, et qui a fait notamment des listes de succession des souverains. Ces listes en plus sont divisées en dynasties, et ce système de dynastie est encore conservé de nos jours pour classer les souverains les uns par rapport aux autres, et les époques royales les unes par rapport aux autres. Dans ces listes, par exemple, Khufu est le père de Djétéfré et de Khafré. Donc, il règne avant ses fils, car le système de succession connu par ailleurs est patrilinéaire. On peut donc dater les structures de Khufu comme plus anciennes que celles de Djétéfré ou celles de Khafré. C'est un système de datation relative qui est déjà extrêmement efficace. Cette manière de dater ne fonctionne évidemment que si on a des rois ou des listes royales fiables. C'est évidemment impossible dans une fouille archéologique d'avoir chaque fois une mention d'un souverain, une mention d'un roi, donc il faut utiliser d'autres techniques de datation relative. La plus classique, c'est ce qu'on appelle la stratigraphie, qui est empruntée à la géologie. Les géologues, en effet, ont noté que les couches les plus profondes sont les plus anciennes. Les sédiments se posent les uns sur les autres par ordre chronologique, et donc, en archéologie, on a défini la même chose, ça s'est vérifié, les couches en surface sont plus récentes que les couches en profondeur. Ainsi, les archéologues ont défini chaque couche comme une unité stratigraphique, et ces unités stratigraphiques ont des relations les unes avec les autres. En Égypte, c'est l'archéologue britannique Phineas Petrie qui est le premier à, pour les tombes pré- et proto-dynastiques, établi un système de succession avec des datations relatives. Il a appelé son système les sequence dates. C'est un système assez imparfait qui a eu des évolutions au cours des fouilles plus récentes, mais qui a permis notamment de donner une première base de la stratigraphie, avec en plus dans les années 20 la mise en place des fouilles en carré de Wheeler, et l'amélioration, l'affinage de la stratigraphie. Cette technique s'est trouvée bien supérieure qu'elle ne l'était à la fin du XIXe siècle. Aujourd'hui, on peut très bien montrer les relations entre les unités stratigraphiques. Elles sont représentées, par exemple, sur un diagramme de Laris, comme vous pouvez le voir ici. Ces techniques sont toujours employées de nos jours et permettent ainsi de classer chronologiquement les couches, et donc on sait également que les objets appartenant à ces couches sont classés eux aussi. En effet, les objets appartenant à une couche inférieure sont plus anciens que les objets appartenant à une couche supérieure.
Parfois, on arrive même à donner une date absolue dans ces unités stratigraphiques, grâce par exemple à un objet qui lui-même est daté. Par exemple, une pièce de monnaie. Prenons ainsi un exemple avec des monnaies romaines. On sait que la couche la plus ancienne peut être datée si on trouve une pièce de monnaie, et la date la plus ancienne, eh bien, c'est celle de l'émission de la monnaie en question. On appelle ça un terminus postquem. Imaginons maintenant la présence de plusieurs pièces de monnaie. Eh bien, la plus ancienne va donner la date la plus ancienne, le terminus postquem, et la plus récente, le terminus antequem, c'est-à-dire la date la plus récente de la couche. On a ainsi une idée relative de datation absolue de cette couche. Évidemment, cette couche datée permet de dater celles qui sont au-dessus et en dessous, qui sont forcément soit plus anciennes, soit plus récentes. Évidemment, c'est limité. On n'a pas des pièces de monnaie dans toutes les couches archéologiques que l'on fouille. Heureusement, à partir des années 50, et grâce à la découverte en 1949 de Frank Libby, et on a pu utiliser une autre technique qui, elle, permet des datations absolues, qu'on appelle le carbone 14. La datation au carbone 14 est une technique basée sur la mesure de l'activité du carbone 14 contenue dans la matière organique que l'on cherche à dater. Un organisme contient du carbone 12 et du carbone 14. Radioactif, le carbone 14 est présent à un taux constant grâce aux échanges avec l'atmosphère tant que l'organisme est vivant. À la mort de l'organisme, le carbone 14 n'est plus renouvelé, il se désintègre progressivement, la radioactivité naturelle diminue lentement, elle décroît de moitié tous les 5730 ans, c'est ce qu'on appelle sa demi-vie. Les chercheurs déterminent la quantité de carbone 14 en mesurant la radioactivité de l'échantillon ou en comptant directement le nombre d'atomes de carbone 14 par spectrométrie. Ils obtiennent l'âge carbone de l'objet. Ils peuvent ensuite déterminer le moment où l'organisme est mort en comparant le taux de carbone 14 de l'échantillon au taux de carbone 12 qui, lui, est resté stable. L'échantillon à analyser doit avoir moins de 50 000 ans, la quantité de carbone 14 est trop faible et elle ne fonctionne que sur ce qui a été vivant, pas sur les roches. Le carbone 14 peut être employé pour tout être vivant qui a contenu du carbone. Par exemple, des humains, des animaux, des plantes. On s'est empressé de se servir de cette nouvelle technique pour l'Égypte ancienne, notamment pour dater les pyramides. Certes, les pyramides sont construites en pierre, mais seuls les backing stones et les parements qui sont taillés sont de la pierre bien taillée et sans mortier. Tout l'intérieur, c'est ce qu'on appelle du blocage, c'est-à-dire du tout venant. Et dans tout ce tout venant, on a trouvé du mortier contenant du charbon que l'on peut dater. 2 grandes campagnes de prélèvement ont été effectuées sur la pyramide du plateau de Gizeh dans les années 80 et 90, et pour la grande pyramide, on a pu obtenir 46 échantillons. Une fois analysés, ces échantillons ont été datés, et corrigés évidemment par les systèmes de calibration. Et elles donnent une datation autour de 2600 avant notre ère, ce qui est la datation qui correspondait également à ce qu'on avait en datation relative. Donc les deux sont corrélés. En plus du carbone 14, il existe d'autres techniques de datation physico-chimiques et qui sont utilisables pour l'Égypte. La plus classique et la plus utile, c'est la thermoluminescence. C'est une technique qui consiste à calculer ce qui reste d'énergie dans du quartz notamment. Si on l'excite, cette énergie va sortir, on calcule le nombre de photons et on obtient, par la même technique très proche du carbone 14, la date de l'objet. Cette technique est extrêmement utile car elle permet de travailler sur la céramique. Et de la céramique, à l'époque égyptienne, on en a beaucoup. Avec la thermoluminescence, on a pu également recalibrer des carbone 14, puisqu'évidemment, on a pu comparer les systèmes de datation entre carbone 14 et thermoluminescence, et donc à la fois calibrer et se rendre compte que les deux systèmes sont très fiables et parallèlement donnent de très bonnes dates. Donc, c'est une corrélation entre les systèmes de datation absolus, notamment carbone 14, thermoluminescence, et les systèmes de datation relative, liste royale, type d'objet, que l'on peut avoir une excellente idée de la datation exacte de ces pyramides du plateau de Gizeh, et que nous savons que ces pyramides ont été effectivement construites au milieu du 3e millénaire avant notre ère, et non pas à des dates très très anciennes, au-delà de 12 000 ans ou de 14 000 ans, comme on l'entend parfois. Merci beaucoup Alexis pour ces petites précisions. Pour compléter ce qui vient d'être dit, je vais maintenant vous parler des reliques découvertes en 1872 par le Britannique Wyman Dixon, dans le conduit nord de la chambre de la reine. Plus précisément, il s'agit du petit bout de bois de cèdre qui avait disparu. En effet, plusieurs articles publiés à la fin de l'année 2020 mentionnent que 70 ans après la disparition du petit bout de bois,
des fragments ont été retrouvés par hasard dans une boîte à cigares à l'université d'Aberdeen en Écosse. En 2001, une piste avait émergé. Le fragment de bois pourrait avoir été donné à l'université d'Aberdeen, mais il n'avait pu être retrouvé. Mais grâce à une assistante de conservation égyptienne prénommée Abir El-Adani, qui passait en revue la collection asiatique, est tombée par hasard sur une boîte à cigares arborant l'ancien drapeau égyptien, avant de se rendre compte que le morceau de bois qu'elle contenait était l'artefact perdu, qui était désormais en plusieurs morceaux. Des analyses récentes ont permis de dater le fragment de bois entre 3341 et 3094 avant Jésus, soit environ 500 ans avant la construction de la Grande Pyramide. L'écart entre les dates trouvées par l'analyse au carbone 14 s'explique par l'effet vieux bois. En effet, le delta carbone date le moment où l'atome carbone présent dans le CO2 atmosphérique a été capturé par l'arbre. Donc, un cèdre vieux de 500 ans aura du bois vieux d'hier et de 500 ans. Résultat, l'écart entre les dates n'a rien d'exceptionnel. Eh bien, voilà pour cette vidéo. Je pense avoir donné assez d'explications et avoir fait le tour de la question. J'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de laisser votre meilleur commentaire. Merci à tous pour votre soutien. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. They believe that we are missing a very vital piece of Egyptian history. That is a lost culture of some kind. I began work on the